donc bonsoir à tous. Donc on est sur la deuxième réunion du Microsoft User Group. Merci d'être si nombreux. C'est assez étonnant pour nous, mais agréablement. C'est-à-dire, on a eu 16-17 personnes au premier. On s'attendait à avoir une trentaine de personnes. Finalement, on se retrouve avec 60 inscrits. Donc on est extrêmement content que ça démarre comme ça sur notre deuxième meet-up. Donc aujourd'hui, le meet-up est axé sur ASP.NET Core, donc avec Arnaud qui me fait l'honneur de venir de Paris, enfin il se présentera un peu plus tard. Alors, donc, l'objectif, voilà. L'objectif, en fait, je fais un petit agenda vite fait, c'est-à-dire vous parler 2-3 choses sur le mug. Ensuite, la session d'Arnaud. Alors, session questions-réponses, hein, c'est interactif, malgré qu'on soit nombreux. Il est là de toute façon pour répondre à toutes les questions, et il répond à toutes les questions et il le sait, donc n'hésitez pas à l'embêter. Et puis après, évidemment, on a ce pourquoi vous êtes venus, c'est-à-dire l'apéro. Enfin, on a un tirage au sort, c'est un tirage au sort de livres d'Arnaud, et on termine par un apéro. Alors, après, donc oui, on a un sponsor pour l'instant qui est SmartView, qui est là où vous êtes. Voilà, donc après, SmartView, si vous voulez avoir de l'information sur SmartView, allez sur le site web ici. On ne fait pas que du Microsoft, c'est ça qui est important de savoir. On a fait la collaboration, l'innovation, l'usine logicielle. Et si vous voulez avoir de l'information, vous allez sur notre site. Voilà, après, on recrute, on fait plein de trucs. Ensuite, alors, voilà, donc on est sur donc vous êtes sur le mug. Vous avez eu, je pense, à peu près tous votre mug. On a trouvé ça super intelligent. Donc, on est très fiers de nos trouvailles. Alors, bref, on est très content d'avoir plus de 60 inscrits, 61 inscrits ce soir. Et pour ce second meet-up. Donc, on est vraiment, vraiment content que vous participiez. N'hésitez pas à tweeter. Vous avez ici le tweet, ici, si vous voulez tweeter des photos, des trucs, des machins, dire que c'est bien. Après, donc, on est en train de lancer aussi les différentes thématiques des prochains meet-up. Et pour ça, donc, Sylvain, qui est là, a préparé un petit questionnaire, petit poll sur meet-up pour vous proposer en fait différents choix, des différentes thématiques pour les prochains meet-up, puisque là ASP.NET Core, en fait, c'était vraiment une demande que les personnes avaient émise sur le premier meet-up. Donc c'est pour ça qu'on fait de l'ASP.NET Core aujourd'hui. Pour les prochains meet-up, en fait, on a besoin de vos idées, de votre aide pour établir les sujets. Après, c'est forcément dans le domaine Microsoft, mais après, on est open à tous les sujets autour des domaines Microsoft. Donc, après, il est publié sur le meet-up. Ouais, depuis une heure. Ouais. D'accord. Donc, le petit questionnaire est sur meet-up et vous pouvez déjà y répondre pour nous aider vous aider à choisir les prochaines thématiques. Donc, sur les prochains meet-up, justement, donc le prochain qui a lieu le mois prochain, c'est sur Microsoft Teams. Donc là, alors j'en parle aujourd'hui parce que aujourd'hui on est sur un meet-up technique, sur du développement. Le mois prochain, c'est Microsoft Teams, donc on est plus sur du user fonctionnel. Alors avec Serge Tremblay qui est un de mes comparses qui vient du Canada, avec l'accent, avec tout ce qui va bien, mais qui est extrêmement, extrêmement bon sur son sujet et très très bon orateur. Et donc, même si vous êtes technique, je vous conseille quand même de venir à ce meet-up pour découvrir Microsoft Teams, parce que fonctionnellement, le produit est intéressant et lui va vous le présenter forcément de manière extrêmement didactique pour que vous compreniez tout ce qu'on peut en faire. Donc même si vous êtes technique, et que là c'est plus du fonctionnel, n'hésitez pas à venir, c'est un produit qui est vraiment excellent avec un speaker exceptionnel. Ensuite, en décembre, on a un meet-up avec Guillaume Meyer, que vous connaissez peut-être, Guillaume Meyer qui est à Paris, et dont la spécialité, en fait, depuis déjà un an et demi, en fait, c'est les chatbots. C'est un sujet qui est vraiment extrêmement porteur, extrêmement nouveau. Et Guillaume, c'est aujourd'hui pour moi la personne qui s'y connaît le mieux dans ce domaine des chatbots. Donc là, l'objectif, c'est comprendre ce que c'est que des chatbots, ce que vous pouvez en faire, à quoi ça sert,
les pièges à éviter, etc. et la mise en œuvre. Moi qui suis rentré dans les chatbots ces dernières semaines, je peux vous dire que c'est extrêmement facile à mettre en place, donc c'est pour ça que je trouvais ça extrêmement intéressant. Mais une fois qu'on a vu que c'était facile à mettre en place, en fait, il faut pas rentrer dans des pièges en fait, classiques de l'internalisation des chatbots, des optimisations, enfin ce genre de choses. Donc Guillaume viendra parler des chatbots en décembre. Et puis, donc ça c'est nous ce qu'on propose, là, sur les prochains meet-up. Après, on est à la recherche de speakers, c'est-à-dire l'objectif c'est que ce mug, ce Microsoft User Group, en fait, tout le monde arrive à se l'approprier. Donc si vous avez des sujets, des retours d'expérience, des choses que vous voulez partager sur les outils Microsoft, évidemment on est preneur. C'est-à-dire, nous ce qu'on dit c'est on va essayer de faire une réunion par mois, quelque chose comme ça. On va essayer de se tenir à ce rythme-là. Mais voilà, le format c'est 1 heure et demie, un apéro. Donc après c'est convivial. Donc, et l'objectif c'est que ça soit le plus ouvert possible. Donc n'hésitez pas à proposer des sujets si vous avez envie, sans problème. Ensuite, donc Arnaud. Alors Arnaud va se présenter lui voilà, d'une manière plus approfondie sur ce qu'il sait faire, etc. Moi je vous fais juste la version courte. Donc Arnaud qui nous fait la chance d'être là ce soir, il descend de Paris pour le meet-up spécifiquement. Donc Arnaud, moi je le connais depuis déjà plus de 10 ans. On s'est connus. Non, on va pas passer de partie là. Comment On s'est connus, voilà, donc c'était sur des gros événements comme ça. Et Arnaud est spécialiste .NET depuis très longtemps. Et sur des gros événements comme ça, en fait, on aidait les gens à s'en sortir sur des labs qu'ils faisaient, et on devait les aider, etc. Donc, on avait un appartement ensemble à Barcelone. On était à Barcelone. C'est carrément le Tech d'Europe où on était. C'est ça. C'était sympa. C'était des gros événements. Il y avait du monde. Donc voilà, après depuis ce temps-là, on n'a pas perdu contact. Et c'est vrai que Arnaud est pour moi le meilleur spécialiste sur beaucoup de sujets liés à .NET, à ASP.NET. Et c'est pour ça que j'ai demandé à ce qu'il vienne ce soir. Voilà, donc là, c'est une présentation avec plus des choses. Mais lui saura vous faire la bonne présentation. Après, vous avez son Twitter qui est ici. Il vous en dira plus quand il va faire sa session. Et puis, donc ça, c'était rajouté par Joël qui s'est caché. Donc ça sera la fin, en fait. À la fin, on aura un apéro final. Et un tirage au sort. Un tirage au sort et apéro. Un tirage au sort pour savoir qui peut avoir les bières. C'est ça. Et voilà, moi, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour ce soir. Et je vais laisser la parole à Arnaud. Merci Gilles. Merci Gilles et SmartView, mais Gilles en particulier, parce que c'est vrai que si on s'est rencontrés sur le TechEd, c'est pas par hasard, c'est parce qu'on aime bien aider les gens, donc que ce soit par la formation, par le conseil, c'est un truc qui nous fait nous rejoindre. Donc voilà, je repasse pas 3 heures sur le titre, hein. Donc ASP.NET Core, pourquoi on va en parler, pourquoi on en fait de l'ASP.NET Core et comment. Donc très brève présentation, je ne rentrerai pas dans les détails parce que ce serait beaucoup trop long, mais grosso modo je suis principalement développeur, ça fait 21 ans que je fais ça, je ne rentrerai pas dans les détails, mais voilà, sur pas mal de technologies, et je suis tombé dans .NET quand j'étais petit, quand ça a commencé en 2001, et du coup j'ai grandi avec .NET. Maintenant je fais beaucoup de technologies autour de full stack, hein, donc du JavaScript, du HTML, du Node.js, mais encore beaucoup de .NET. Et quand même, c'était vraiment la technologie porteuse pour moi pendant beaucoup d'années. Je fais aussi de la formation depuis que j'ai commencé ma carrière professionnelle, avec ce qui tourne autour, le conseil. Et je me suis mis à rédiger des ouvrages justement d'auto-formation, parce que c'est sympa une formation, je peux former 5 personnes, 10 personnes maximum. Ensuite, ça devient délicat, mais avec les bouquins, au moins, je peux aller former des gens que je ne connais pas, beaucoup plus loin, dans d'autres pays. Alors du coup, je les ai écrits en anglais, pour pouvoir toucher plus de monde, et je me suis fait reprocher ça par un Français dans les commentaires Amazon. Il a dit ouais, le bouquin est bien, mais on voit que l'auteur est français, c'est dommage qu'il n'ait pas rédigé le bouquin en français. Et
Mais j'ai essayé, hein, en fait, l'objectif initial, c'était de le traduire en français, mon bouquin, après l'avoir écrit en anglais. Pas pour la frame, hein, j'écris pas super bien anglais. D'ailleurs, dans les remarques, il y a beaucoup de gens qui me disent ce serait bien de le faire relire par quelqu'un qui est vraiment anglophone. Il y a des Français qui me disent ah, c'est bien, on comprend bien, on dirait que c'est écrit en français. Mais donc ensuite, j'ai écrit en anglais pour toucher plus de monde, puis après j'ai essayé de le traduire en français, justement le premier, Learn ASP.NET MVC, donc pas .NET Core, mais .NET traditionnel en MVC, et en fait j'ai buté sur plein de problématiques de traduction. Est-ce que je traduis des mots comme dataset? Est-ce que Entity Framework, je traduis Entity et Framework? Ou quelle partie je traduis pas? Donc en fait, j'ai eu beaucoup de mal à le traduire et je me suis arrêté en cours. Et donc je pense pas que je les traduirai en français. Voilà, donc je vais pas dérouler plus sur moi. Et je rentre directement dans le vif du sujet. Après, ah oui, c'est la partie rigolote, mais oui, après avoir fait un bref sondage quand même, parmi vous, qui fait du .NET ou a fait du .NET? Grande majorité. Et qui a fait ou fait de l'ASP.NET Webform? Ouais, MVC? Ouais. Et qui a déjà fait du .NET Core, ASP.NET Core? Donc déjà pas mal. Alors je serais quand même curieux de savoir pourquoi ceux qui ont fait de l'ASP.NET Core MVC viennent quand même ici à une présentation de ce que c'est. Pour être sûr de ce que c'est vraiment, si vous avez bien compris. Ouais. Parce que vous me faites un peu peur là. Non, c'est bon. Donc, alors, pourquoi on fait du .NET? Donc, dans ASP.NET Core, il y a .NET Core pour commencer, d'accord? Donc, .NET Core, déjà, pourquoi on en fait? Le premier troll, enfin, moi, je pense qu'il est vrai. Personnellement, je ne suis pas lié à Microsoft, je ne suis pas salarié de Microsoft, ni quoi que ce soit, donc j'ai le droit de dire ce qui me passe par la tête, en respectant les règles légales, mais je pense vraiment que .NET Core, c'était la réponse à Node.js de la même manière que .NET a probablement été la réponse de Microsoft à Java. Parce qu'on a vraiment un outil fantastique avec .NET qui se couvre plein de scénarios, serveurs, clients légers, enfin beaucoup de choses. Mais pendant que Microsoft travaillait, il y a eu la communauté JavaScript qui a fait émerger Node.js qui consiste à faire tourner du JavaScript côté serveur. Alors quand on a touché à JavaScript il y a 10 ans et qu'on entend parler de JavaScript côté serveur, on s'éclate de rire puis on dit ouais c'est ça, enfin ça marchera pas. Et puis Node.js a défrayé la chronique en montrant qu'en fait c'était le serveur le plus rapide de la planète, celui qui montait le plus en charge, donc qui traitait le mieux les requêtes. Et quand on écrit des applications web, c'est très intéressant de gérer la montée en charge. Et donc, de manière régulière, il défrayait la chronique. Et quand on bosse sur ASP.NET, on sait que les temps, c'est pas fantastique. Enfin, voilà, on compile le truc, on lance, premier démarrage du serveur, on n'arrête pas d'expliquer aux gens, oui, mais c'est juste la première fois, après c'est optimisé, ça, si, c'est là. Bref, Node.js, il déchire. Donc, je pense vraiment que ça a été fait pour répondre à Node.js. D'ailleurs, ça utilise un peu les mêmes philosophies. Notamment dire on prend le minimum possible. Là où .NET, on a tout un framework avec plein de briques, et donc quand vous demandez une classe, forcément, il faut la rechercher dans le catalogue des classes, ça prend un peu de temps. En Node.js, on a un ensemble de packages qu'on référence, et puis on avance avec NPM. D'ailleurs, en .NET, on a vu apparaître Nugget, qui est l'équivalent de NPM. NPM, pardon. Donc voilà, .NET Core, il est là pour, on va dire, être un concurrent de Node.js, mais aussi de tout ce qui pourrait lui ressembler. Et donc on se retrouve aujourd'hui dans le monde de Microsoft, du développement, avec deux choses, .NET et .NET Core. Xamarin aussi, Xamarin qui est basé sur .NET Core, une UWP qui est basée sur .NET Core, donc ça fait vraiment deux gros blocs. Le .NET 4.6, c'est celui qui est historique, qui va encore perdurer, mais il a le gros inconvénient, enfin il a permis de faire plein de choses, on a encore WPF qui marche bien, Windows Form, ASP.NET traditionnel. En .NET 4.6, on peut faire du .NET Webform ou du .NET MVC, l'ASP.NET MVC. Et de l'autre côté, il y a .NET Core qui lui est beaucoup plus compact. Il est basé notamment sur la .NET Standard Library où on peut trouver des classes qui sont communes avec celles qu'on peut appeler en .NET, mais ça fait beaucoup moins de classes que les classes existantes. Autrement dit, si vous avez déjà une application en .NET et que vous voulez la porter en .NET Core, vous allez être gêné par le manque de classes que vous trouverez dedans et il faudra trouver des packages à droite à gauche ou écrire votre code, un peu comme on l'a dans le monde Node.js. Donc de ce côté-là, c'est un peu décevant. Ce qui m'amène à dire que si vous avez une application traditionnelle en .NET, il n'y a aucune raison de la porter en .NET Core dans l'immédiat. .NET 4.6 va rester. Mais si vous partez sur une nouvelle application qui répond aux nouveaux usages, vous vous rendrez vite compte qu'il y a beaucoup de parties de .NET qui ne sont pas nécessaires. Windows Form, ça ne sert à rien de l'avoir pour répondre aux nouveaux usages où on a du React.js de l'autre côté. D'accord ?
Donc, ou tout ce qui est, je sais pas, les rapports, les RDLC, les choses comme ça, il n'y en a pas besoin. Donc, on peut avoir quelque chose de beaucoup plus restreint. Et c'est là que .NET Core arrive. C'est quelque chose de plus restreint, mais qui va apporter pas mal d'avantages. Dont l'un qui n'est pas le moindre, c'est qu'il est multiplateforme. C'est-à-dire qu'il ne tourne pas que sous Windows. .NET, il tourne sous Windows. Il tournait un petit peu sous Linux en faisant du mono, etc. Mais ce n'était pas le scénario cible. Alors que .NET Core, de base, il est cross-platform. Il tourne sous Windows, il tourne sous Linux, sous OS X. Et Docker, qui en fait est basé sur Linux, mais qui vous permet de déployer vos applications de manière conteneurisée, efficace, simple, rapide, en hébergeant ça dans Azure, sur votre machine locale, n'importe où, et en n'ayant pas de surprise lors du déploiement. Donc finalement, il répond bien au scénario d'usage DevOps d'aujourd'hui. Même chez Microsoft, on commence à trouver beaucoup de machines Linux dans Azure. On se rend compte que pour faire tourner nos applications aujourd'hui, de plus en plus au niveau DevOps, on nous demande du Linux. Donc passer sur une techno qui sait passer aussi bien sous Windows que sous Linux, c'est quand même intéressant. Ensuite, c'est quelque chose de très léger. Quand on code en .NET Core, au lieu de référencer toute la bibliothèque, on vient juste utiliser, comme je vous le disais, quelques packages, ce dont on a besoin, et donc ça donne quelque chose qui est petit, qui est efficace au moment où ça tourne, qui est rapide, donc petit, c'est-à-dire léger à déployer. On fait un conteneur qui fait quelques mégas et on peut aller le déployer facilement sur une ferme de serveurs. Donc ça, c'est la raison pour laquelle on fait du .NET Core. Et ensuite, sur .NET Core, de la même manière que sur .NET, on avait ASP.NET qui était l'ensemble des classes pour faire du web, et bien ASP.NET Core, c'est l'ensemble des classes de .NET Core qui vont nous permettre de faire du web. Alors le web aujourd'hui, c'est ça. Le web hier, c'était un truc plus simple. On avait un back-end et des données, on produisait du HTML qui partait sur le client et on faisait quelques allers-retours avec un peu de JavaScript. Et pour ça, on avait ASP.NET Webform qui était super. Ça permettait de coder comme si on codait une application client lourd. On mettait des boutons, des data grids, on double-cliquait sur le bouton, on codait notre gestionnaire d'événements clics, grosso modo, on injectait les données, c'était terminé. Mais ces derniers temps, les applications HTML, on s'est mis à demander des fonctionnalités beaucoup plus élevées pour ces applications, une interaction beaucoup plus forte avec l'utilisateur et donc beaucoup de JavaScript. Et écrire du JavaScript à la main, c'est embêtant. L'adapter et le tester sur tous les navigateurs, c'est embêtant. Donc on s'est basé sur des frameworks côté client, côté front-end. Notamment un des premiers arrivés et à être populaire pour ça, c'était jQuery. L'avantage, c'est qu'on l'utilise une fois et puis il est cross-navigateur. Mais jQuery, le temps aidant, n'est pas suffisant, ne s'est plus avéré suffisant pour répondre aux demandes des applications web aujourd'hui. Donc on a des nouveaux frameworks qui sont venus à la mode. Issus du monde Microsoft, on a Knockout.js. Et puis il y en a pas mal d'autres. Les deux qui ont le vent en poupe aujourd'hui, c'est même les trois, hein, React, Angular et Vue. Mais je dirais dans l'ordre, enfin les deux premiers, React et Angular. Mais j'ai pas de stats. Je pars juste au feeling. Bref, on se retrouve côté front-end à avoir des frameworks qui ne sont pas issus en fait du monde Microsoft à part Knockout et donc qui sont complètement découplés de .NET. Donc pour ce soir, ça ne nous intéresse pas ça. Mais là où ça nous intéresse, c'est que ces trucs-là, front-end, ils vont venir faire appel à un back-end. Comment? En faisant des appels HTTP sur lesquels ils vont demander du JSON pour venir s'alimenter. Et pour certains, demander du HTML encore, du CSS, ne serait-ce que pour rendre la page quand c'est une single page application de ce type-là, ou certaines pages qui n'ont pas besoin d'avoir des frameworks aussi compliqués côté client, ou enfin faire un pré-rendu du HTML côté serveur, parce que c'est bien beau d'avoir des frameworks super avancés côté client, mais les moteurs de recherche, ils n'arrivent pas à comprendre le JavaScript. Donc si vous générez votre site web, votre application web intégralement avec ces frameworks, vous n'êtes pas référencé par les moteurs de recherche. Bref, on a besoin d'une techno côté back-end pour servir tout ça. Et c'est là qu'on a le choix de la techno. Donc, ASP.NET Core rentre là-dedans. Il est fait pour tourner sur le back-end. Ça peut être un tout petit conteneur Docker qui fait ça. Il va recevoir des requêtes HTTP pour fournir éventuellement ces frameworks si on les utilise, et ensuite fournir du JSON pour répondre, donc des API pour répondre aux appels. Et là, il est en concurrence avec d'autres technos, dont j'ai listé les principales. Node.js toujours, donc Node.js un équivalent d'ASP.NET Core, mais plutôt de .NET Core, mais où on écrit en JavaScript. Ruby on Rails, encore un équivalent qui a eu le vent en poupe pour d'autres raisons, dont ASP.NET MVC s'est bien inspiré. Et puis derrière, notre backend va venir attaquer des données. Là, ça peut provenir de services web, des API, ça peut être du SQL Server, du NoSQL avec MongoDB par exemple, ou d'autres choses. Donc ce qui va nous intéresser, c'est ce backend ce soir, et ce backend, donc on le fait en ASP.NET Core, et c'est pour ça qu'ASP.NET Core est là aujourd'hui. Donc qu'est-ce qu'il doit faire le backend? En fait, c'est finalement très simple son travail.
il doit avoir un serveur HTTP, donc quelque chose qui écoute sur le port 80 par défaut ou un autre port, qui reçoit du texte et qui répond du texte. Et donc dans ce texte, on leur donne une requête entrante HTTP en disant voilà, get telle URL, post telle URL avec telle donnée en plus. Il doit faire son travail et il doit retourner le contenu au client. Donc ça peut être du JSON, du HTML ou ce que vous voulez. Et donc pour faire ça, on code ça très simplement. Et si on fait de l'ASP.NET Core de base, sans ajouter MVC ou des choses comme ça, voilà les lignes de code qu'il faut pour faire tourner notre application ASP.NET Core. On va faire un programme avec un main classique, et dans le main, on lui dit, en fait, je veux un serveur web. Et grosso modo, on peut le faire avec quelques méthodes d'extension. Et une des importantes là-dedans, c'est useCastrel, c'est le serveur web qui peut tourner directement, qui est intégré à .NET Core, donc qui peut directement écouter les requêtes entrantes HTTP et les servir. Mais on n'est pas obligé, si on est intégré à 2IS, derrière, on peut appeler ici use IS Integration pour dire non, je laisse le rôle du serveur HTTP à 2IS parce qu'il a pas mal de fonctionnalités qui m'intéressent, comme la mise en cache, beaucoup d'optimisation, le chiffrage SSL, etc., que je ne veux pas faire au niveau de mon application .NET Core. Bref, là je suis simplement en train de dire je veux un serveur HTTP, ce qui me permet de tourner sans 2IS. Si je déploie sous Linux, je n'aurai pas forcément 2IS derrière. Voilà, puis je lui dis vas-y, tu écoutes les requêtes entrantes et tu les sers. Et quand une requête HTTP va arriver, du coup il va me la donner. Et pour savoir comment .NET Core va traiter cette requête, on va simplement écrire une méthode configure dans notre classe startup. D'où sort cette classe startup? Elle est simplement référencée ici quand je dis .useStartup. Donc c'est ma classe à moi, je lui dis useStartup. Et par convention, dans ce startup, on s'attend à avoir une méthode configure. Ça, c'est un peu déroutant au début dans .NET Core. On n'est pas avec des interfaces, on fait 2 points d'interface et on connaît le nom de la méthode. On écrit le nom de la méthode. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé pourquoi ça, alors que c'est finalement un peu déconcertant au début, on ne sait pas qu'il faut écrire configure. Ouais, quelqu'un sait? C'est ça, c'est l'injection de dépendance dont je reparlerai un peu plus tard ce soir. Si on était en train d'implémenter une interface qui dit j'ai une méthode configure, la méthode configure ne pourrait prendre qu'un ensemble de paramètres listés par avance. Or en .NET Core, on peut réclamer les paramètres dont on a besoin. Là, la méthode configure a besoin du application builder, elle le demande. Si j'ai besoin d'un SQL Server, je le demande. Donc je les demande tous en paramètres. C'est pour ça qu'on ne peut pas se permettre d'avoir une méthode prédéfinie dans une interface. Et donc on a cette méthode dans laquelle on peut mettre les paramètres qu'on veut. Donc ça fait peur au début de dire on met les paramètres qu'on veut, mais en fait c'est plutôt un cadeau qu'on a, c'est on demande les paramètres qu'on veut. Ce qui est super sympa. Mais j'y reviendrai. Donc si j'écris simplement ça dans mon startup, je vais me retrouver avec une jolie page qui dit bienvenue, vous êtes en train d'utiliser ASP.NET, mais quelle que soit la requête qu'on fait. C'est pas vraiment ce qu'on veut, mais ça permet déjà d'avoir une première application. Ensuite, on peut personnaliser la réponse qui va être faite aux requêtes. On peut monter un peu d'un cran, et on arrive au niveau middleware d'ASP.NET Core. Le niveau middleware, en fait, on va lui appeler .run, et le .run, dedans, on lui donne une fonction qui prend en paramètre la requête et qui va retourner la réponse. Et quoi de plus simple pour coder une fonction que d'encoder une anonyme, sans même dire qu'elle est anonyme, c'est les fameuses lambda d'expression. Donc juste pour le fun, on écrit une lambda d'expression qui dit voilà, je prends le contexte de la requête HTTP en 30, et je vais faire mon boulot, et mon boulot c'est d'écrire dans la réponse un petit truc. Et histoire de compliquer les choses, on rajoute des async await que vous avez dû voir traîner. C'est pas une obligation totale, on peut faire des méthodes qui ne sont pas asynchrones, mais une des raisons d'être de .NET Core, c'est d'être performant. Et si Node.js est performant, c'est parce qu'il est asynchrone depuis le début. Lui, il ne s'embête pas. Quand il y a des choses à faire, il les balance et il attend d'avoir un callback pour dire quand on a terminé. Coder avec des callbacks, c'est horriblement difficile. En .NET, on a l'avantage d'avoir le async await qui est en train d'être copié en JavaScript, mais en train à peine. Et donc, on peut coder ça très simplement en écrivant simplement nos mots-clés async await qui veulent réellement dire, au fait, quand ça prendra du temps, le serveur pourra se mettre à faire autre chose. Et quand le truc sera terminé, on reprendra le thread pour venir fournir la réponse. Bref, nos méthodes deviennent performantes. Pas performantes en soi. Si je fais un seul appel sur la méthode, ça ne va rien changer. Ce sera peut-être un peu moins performant vu que je passe par de l'async. Mais si je fais 3 millions d'appels simultanés sur mon serveur, là, ça va tout changer parce qu'au lieu de traiter chacune des requêtes une par une, il va pouvoir les traiter en parallèle sans être bloqué par le console, le response.write par exemple. C'est performant que si la requête elle est pas retraitée par le même processeur. C'est ça. Si on délègue sur un truc qui ne dépend pas de nous, effectivement. Tout à fait. C'est l'asynchrone, pour que ce soit performant en asynchrone, il faut qu'on dépende d'un truc qui n'est pas forcément nous. Donc aller chercher dans un fichier, par exemple, enfin un truc de l'OS, un truc d'une autre machine, un appel d'API, un appel de SQL Server, c'est une très bonne remarque.
Alors il y a quand même un truc gênant là-dedans. Alors le truc sympa, c'est qu'on pourrait s'arrêter là et dire on code toute notre application avec ça. Aucun problème. Tiens, on me demande la page d'accueil. Ah, si l'URL c'est la page d'accueil, je retourne le HTML qui dit H1, machin, body, etc. Mais l'inconvénient, c'est que ça va être illisible notre application. Si on a beaucoup de pages dans l'application, qu'on doit fournir des données, ben, on va avoir des switches, des ifs, des trucs là-dedans. Ça va être imbitable. Donc on a une surcouche, enfin on a un middleware spécifique qui est fourni avec ASP.NET Core, qui est ASP.NET MVC. Alors je dis qu'il est fourni avec, mais pas vraiment. Toujours cette modularité. Par défaut, ASP.NET Core, il n'y a rien dedans. Même .NET Core, il n'y a rien dedans. Pour faire de l'ASP.NET, il faut rajouter le package Nugget qui dit je vais faire du .NET. Et pour faire du MVC, il faut rajouter le package Nugget qui dit qu'on veut faire du MVC. Mais rassurez-vous, quand on fait de nouveaux projets avec Visual Studio, il s'occupe de ces ajouts pour nous par défaut, si on n'a pas envie de le faire manuellement. Donc si je rajoute mon package MVC, en fait, tout ce que j'ai à faire, c'est dans mon startup dire « Ah bah je vais faire du MVC ». Ça, c'est une méthode d'extension qui est réellement codée dans le package MVC qui configure un middleware, en fait, qui dedans fait un travail qui va nous intéresser. Et ce travail, c'est quoi? C'est de dire, bah, puisqu'on va avoir plein de requêtes entrantes, on va essayer de découper un peu les choses. Et on va utiliser un modèle, un pattern, puisqu'on utilise souvent des patterns pour simplifier les grosses applications. Et ce pattern, c'est Model View Controller, d'où le nom MVC. Mais ce MVC existait déjà en ASP.NET traditionnel depuis la version, je ne saurais plus dire, mais pas le tout début, mais version 3 peut-être d'ASP.NET ou 4, un truc comme ça. Peut-être même 2 d'ailleurs, il y a eu un ASP.NET MVC 2, je pense. Bon, en tout cas, c'est assez ancien dans .NET ce modèle MVC. Et l'idée de ces modèles, c'est de dire quand on fait une grosse application, ça permet de structurer les choses qu'on va faire. Ça apporte d'autres bénéfices comme la testabilité dans le cas d'ASP.NET MVC, du modèle View Controller. L'inconvénient, c'est que ça rajoute une certaine complexité. Donc pour une toute petite application, la petite application, on l'a fait avec middleware comme ça, il n'y a aucun problème. Mais dès qu'on commence à faire quelque chose de gros, l'ASP.NET MVC va être intéressant. Donc voilà, le MVC nous rajoute une structuration qui va être sympa. Et donc il y a ce modèle View Controller, finalement c'est pas compliqué, pas si compliqué que ça, si on comprend juste qu'une requête entrante sur notre serveur, c'est une URL qui est invoquée. Donc une requête HTTP, c'est une URL et un verbe qui dit get, post, etc. Donc ASP.NET MVC dit juste à partir d'une URL, on va déterminer une méthode à appeler. Une méthode, on appelle ça une action, histoire de paumer tout le monde. Et la méthode, elle fait partie d'une classe, on va appeler ça un contrôleur pour paumer tout le monde. Et donc si vous remplacez action par méthode et contrôleur par classe, vous retombez chez vous. C'est-à-dire que quand on a une URL qui est appelée, qui rentre sur l'ASP.NET MVC, on va simplement invoquer une méthode d'une classe. Cool. Et pour savoir quelle méthode de quelle classe, on va simplement décrire des règles de routage en disant dans l'URL on va retrouver le nom de la classe ici, le nom du contrôleur, excusez-moi, et le nom de la méthode de l'action ici. Et au final, ce contrôleur va retourner des données. Si c'est de la Web API, il peut retourner ces données telles quelles. Ça sera transformé en JSON ou XML ou autre. Et si jamais c'est du HTML qu'il veut retourner, en fait, il va faire appel à un moteur de vue qui est capable de retourner du HTML. Parce que ce sera un peu compliqué de construire une vue dans une méthode, ou plutôt ça ne respecterait pas la séparation de l'interface utilisateur et du code. Donc on utilise un langage adapté pour produire la vue, et ce langage c'est HTML. Donc nos vues, on va les coder en HTML. Et comme dans une vue, on va avoir besoin de faire des trucs du genre if, ceci, des for each, des choses comme ça, on va rajouter un petit peu de langage, le C#, et donc on invente un hybride entre HTML et C# qui s'appelle Razor. Voilà. Je vous ai dit tous les gros mots d'ASP.NET MVC. Donc les actions, c'est des méthodes, les contrôleurs, c'est des classes, et Razor, c'est juste un hybride, une hybridation de HTML et le langage C#. Vous connaissez C#, donc vous connaissez une partie de Razor. Si vous faites du web, vous avez dû baigner un peu dans HTML, donc vous connaissez Razor. À partir de là, j'arrête le blabla. Enfin, le blabla à partir de slide, qui est plutôt j'arrête la théorie, et je passe à un cas pratique de construction d'application ASP.NET MVC Core, si ça vous convient. Ça va jusque-là? Alors là, je suis partagé entre vous montrer beaucoup de choses et vite nous précipiter sur l'apéritif. Donc je vais essayer d'équilibrer un petit peu entre les deux. Alors il y a la mode Script Junkie où on peut sortir une ligne de commande et faire .NET New. Il n'y a aucun problème. C'est ce qui s'appelle des générateurs. Ça marche très bien pour tous les gens qui ont acheté des machines Mac ou qui sont sous Linux et qui ne peuvent pas faire tourner Visual Studio, quoi qu'il y ait un Visual Studio pour Mac. Mais j'ai la chance d'avoir une machine Windows avec Visual Studio derrière. Donc je vais l'utiliser.
C'est très efficace, c'est .NET New ou NGNew pour faire du Angular, et j'en utilise moi-même, et Meteor Create, c'est super sympa. Et puis on sort un petit Visual Studio Code qui est très léger derrière, mais c'est pas non plus le confort de Visual Studio et de ces petites aides qui restent quand même appréciables. Donc je me permets d'utiliser Visual Studio ici pour pas écrire trop de code moi-même. Donc je veux créer une application web par exemple, ou .NET Core, je vais retomber sur la même chose, et dans mon application web, je veux créer une application web, et là je suis en .NET Core 1.1. .NET Core 2.2 est sorti il n'y a pas longtemps, et une de ses nouveautés, c'est de dire bah, il sait faire à la fois du .NET et du .NET Core. Du .NET quand on est sous Windows, parce que sinon ça n'a pas de sens. Alors que dans le 1.1, donc la version juste avant, il fallait choisir, soit on faisait du .NET depuis notre application ASP.NET Core, soit on faisait du .NET Core depuis l'application ASP.NET Core. En tout cas, si ça vous interloque, rassurez-vous, le choix n'est plus à faire dans la version 2 de .NET Core. On fait du .NET Core, et si on a besoin d'appeler du .NET, on appelle du .NET traditionnel à condition d'être sous Windows. Donc je vais prendre du .NET Core, je vais l'appeler Web Application ou Mug, tiens. Mug. Comme d'habitude dans ASP.NET, il essaie de me demander un peu plus ce que je voudrais faire. En gros, c'est la notion de générateur qu'on trouve aussi dans les .NET New Web API. Vous tapez et vous obtenez un truc qui contient quelques classes, quelques contrôleurs déjà faits pour faire une Web API. .NET New MVC, vous avez une application MVC. Je vais commencer par Web Application, parce que c'est le strict minimum, quasiment strict minimum, pour avoir une application MVC avec des vues. C'est sympa, du coup j'ai pas besoin d'utiliser des frameworks Angular, React, etc. pour faire ma patte e-client, je vais générer juste du HTML. Une petite case à cocher, Enable Docker, c'est pour frimer, pour dire ouais au fait on sait tourner sous Docker. Oui, .NET Core, il y a des conteneurs Docker pour le faire tourner, pour se baser dessus pour le faire tourner, ça se passe très simplement, c'est normal, ça tourne sous Linux, et Docker c'est des machines Linux derrière. Petit mot, si vous avez jamais essayé Docker, c'est peut-être sur votre checklist, remontez-le sur votre to-do list, je veux dire, remontez-le sur la to-do list, c'est un vrai régal quand on a à déployer ensuite. Parce qu'en gros, ça tourne chez nous comme ça tourne sur les 5000 machines sur lesquelles on a déployé sans aucune surprise. Donc voilà, j'ai créé mon application, hop, et donc on retrouve les petites choses que j'avais présentées, programme, hop, qui dit voilà, je veux avoir un WebHost Builder, je veux avoir Kestrel, donc ça permettra de le lancer en application en mode console directement pour répondre aux requêtes HTTP, mais on rajoute des trucs comme use 2IS integration pour dire si jamais il y a 2IS qui a reçu la requête, c'est lui qui peut traiter cette requête, on n'utilise pas notre petit serveur Kestrel qui quand même n'est pas recommandé pour le vrai déploiement, blablabla. Et derrière, surtout, un truc qui dit tu utilises ta classe startup. Voilà. Notre classe startup, elle est un petit peu surgonflée, mais pas tant que ça, si vous regardez. Et le truc important dedans, c'est cette fameuse méthode configure qui prend plus de paramètres que dans ma diapo, mais c'est normal, on en met autant qu'on veut, et dans laquelle on dit on fait du MVC. Pour le reste, rien de vraiment surprenant si on jette un coup d'œil. UseStaticFile, ça veut dire au fait, si on me demande le fichier qui est dans wroot qui s'appelle site.css, je le donnerai tel quel. Je ne vais pas lancer tout mon moteur MVC pour faire la réponse. Donc c'est un serveur de fichiers statiques, ceux qui sont dans le répertoire. Cool. UseExceptionHandler, ce qui permettra d'afficher une jolie erreur pour dire désolé, on a une exception, etc. Enfin bref, que des trucs qu'on arrive à lire finalement, et on pourrait les enlever à peu près tous. Bref, là-dedans, j'aimerais faire un truc qui me permet de lister les prochains meet-up. Donc, alors déjà, on va l'exécuter, peut-être, cette application. Pour l'exécuter, j'ai le choix. Il me donne le choix entre 2IS Express ou ça. Si je lance l'application, ça lance une console, en fait, avec le fameux Kestrel qui exécute l'application. L'un ou l'autre, c'est pas important. 2IS Express, c'est surtout utile si vous allez réellement le déployer sous 2IS après, donc pour tester l'intégration avec 2IS. Bref. Je vais le lancer même avec CTRL F5 pour être un peu plus rapide. Donc, par défaut, il me crée une vue Home avec un petit peu de Bootstrap dedans. Bootstrap, c'est juste un framework CSS pour faire des pages responsives côté client. Voilà, et donc avec du texte dedans, et comme c'est du Bootstrap, fantastique, il faut absolument que je vous montre ça. Voilà, on a bien le petit hamburger qui se met là-dessus sur les écrans étroits comme les mobiles. Et donc, en fait, ce qu'on est en train de voir là, ce n'est rien d'autre qu'une vue. Les vues se trouvent dans le répertoire Views, quelle surprise. Alors ça, c'est la convention par défaut d'ASP.NET MVC, hein. On peut la changer, mais c'est pas mal de la retrouver comme ça. Et donc dans Views, on va trouver Home et Index, et ça, c'est la vue qu'on vient de voir. Hop, Index, disais-je, où on va trouver en haut
Le truc qui défile, là, les images qui défilent, c'est le carousel de Bootstrap. Donc ces trucs qu'on voit, la classe Carousel Indicator, c'est du Bootstrap. Hop. Ensuite, on a trouvé voilà, les différentes zones qu'on avait en bas, Learn More, Application Users, etc. Non, je suis encore dans le carousel, pardon. Tout ça, c'est le carousel. Hop. Et les trois zones, Application Users, Home to, How to, Overview. C'est les trois colonnes qu'on trouve ici, les quatre colonnes qu'on trouve ici. Et puis pour les liens d'entête, on les a pas. Les liens d'entête, ils sont simplement référencés dans un truc partagé qui est Layout, dans lequel on dit, eh ben, c'est une vue partagée, dans laquelle on dit, bah, au fait, toutes les pages en haut, elles auront un truc qui est le petit menu de navigation, notamment avec Home, About, Contact. C'est ce qu'on retrouve là-haut. Et puis le pied de page, là, Copyright 2017, on le retrouve en bas. Et entre les deux, il y a ce qui est produit par la vue, Render Body. Voilà le fameux Razor. On a du HTML, et dedans on trouve des petits trucs qui sont du C#. Et pour dire que c'est du C#, on met le arrobas devant. C'est ça Razor, ça va pas plus loin. Enfin, pratiquement pas plus loin. Donc, pas beaucoup plus à comprendre pour en faire. Donc, ce que j'aimerais, moi, c'est rajouter là-dedans un petit lien qui dit Meetup, et qui permettra de trouver les prochains Meetup. Voilà. Donc, je duplique cette ligne. Je dis qu'il y aura un contrôleur qui s'appellera Meetup, mon contrôleur à moi. Et voilà que sur la vue index, on aura les meetup. Oui, une dernière petite chose. Là, quand on clique sur Home, c'est bien la page d'accueil. Ah, je l'ai fermé. Excusez-moi. C'est bien la page d'accueil qui est retournée. Je vais juste vous montrer le fonctionnement. Là, on n'a pas mis d'URL pour arriver sur cette page d'accueil. Mais on aurait tout aussi bien pu mettre je veux le contrôleur Home et la vue index. C'est exactement celle sur laquelle on arrive par défaut. Et donc cette vue-là, c'est pour ça qu'elle se trouve dans le répertoire Views, Home, et qu'elle s'appelle Index. Mais quand l'URL arrive, vous vous rappelez, il y a un contrôleur et une action qui traitent ça, c'est-à-dire une classe et une méthode, et ça se trouve dans le répertoire Controllers, et on va donc trouver un contrôleur qui s'appelle Home. Home Controller. Pareil, par convention, on ignore le suffixe contrôleur. Et donc si je regarde ce Home Controller, c'est donc une classe, on va trouver une action, index, c'est-à-dire une méthode qui répond à la requête. Et donc quand l'URL arrive sur cette URL sur /home/index ou rien du tout, vu que c'est les valeurs par défaut, qu'est-ce qu'on va faire? Le contrôleur va bêtement dire ah bah je retourne la vue, c'est-à-dire qu'on va chercher la vue index.cshtml. Cette page ne fait rien de plus. Donc moi je veux créer une nouvelle vue, et je vais créer un nouveau contrôleur pour le coup, qui sera meetup controller. Hop. Alors, c'est assez récent ce dialogue, c'est puisqu'il faut référencer nous-mêmes différentes DLL, est-ce qu'on les référence? En fait, plus exactement, quand je fais ça, Visual Studio, je vous ai dit, c'est un outil agréable, et quand je fais contrôleur, il a une petite boîte de dialogue pour me demander quel type de contrôleur je veux créer et me le générer automatiquement d'après mes classes. Et pour ça, il a besoin d'importer les packages nuggets qui permettent de faire ça. Et il me demande juste, ok, quel package nugget j'importe? On va prendre le strict minimum. Mais c'est juste des packages de développement pour Visual Studio, c'est pas des packages pour mon application. Scaffolding, ça se traduit par échafaudage. Il est en train d'échafauder mon application. Tout ce que je veux, c'est créer une classe, hein, mais ils sont obligés d'échafauder mon application. Ça aussi, ça vient du monde des script junkies qui tapent leur truc à la main. Ah là, pour le coup, c'est vrai que... Mais bon, je pense que si on regarde le temps passé sur ces boîtes de dialogue, sur tout un projet, je suis pas sûr que c'est là qu'on perd le plus de temps. En tout cas, c'est pas moi, c'est pas là que j'en perds moi. Mais je fais aussi du Visual Studio Code. Donc maintenant que j'ai ce contrôleur et qu'il a strictement rien fait, voilà, je veux ma boîte de dialogue que j'ai enfin. Et donc je vais commencer très simple en faisant un qui est vide. On a plein d'autres options, mais donc moi je veux un meetups controller. Toujours l'échafaudage pour une classe vide. Effectivement, ça peut, quoique si je fais ngnew, hein, c'est pas non plus ngcreate. La dernière fois que je l'ai fait, il m'a pris plusieurs secondes. Ouais, mais un new controller, ça va vite. On trollera plus tard. Oui, je peux aussi troller en fait, donc, mais là il faut que je présente les .NET Core. Donc je me retiens. Donc voilà, là mon contrôleur dit tout bêtement, quand on demande cette vue index, on va retourner la vue, et la vue n'est pas encore créée, donc il faut se rajouter une vue, et histoire de respecter sa convention, par défaut il ira chercher dans un répertoire qui s'appellera Meetups. Donc dans mes vues, il faut que je crée un répertoire Meetups. C'est pas obligé de retourner vue, hein, je peux retourner directement des valeurs, et ça devient une API, mais là je vais vous faire une vraie page web. Et donc dans ce meetup, je veux rajouter une page que je vais appeler index, qui sera complètement vide, super.
Par contre, quand il crée, non mais si quand même, quand il crée le contrôleur avec les actions get, update, delete, post et les vues qui vont avec, on attend le même temps et par contre, on a gagné 3 journées de travail. Donc, index. Donc, c'est là qu'on le rattrape le temps. Bonjour les amis. Hop. Et donc là, si j'exécute mon application, toujours, bah d'ailleurs, elle est là, mon application, je devrais même pas avoir à... Alors, je sais pas si j'ai tout sauvé, ouais, tout est sauvé. Je dois pouvoir taper ici, meetup, index. Et arriver sur cette fantastique... Donc, j'arrive sur le contrôleur, meetups, sur l'action index qui redirige vers la vue index qui dit bien « Bonjour les amis ». Jusque-là, ça mérite des applaudissements quand même. Merci. Merci. Parce que si je l'avais fait en middleware, attention. Bref, ce que je veux, c'est que vous compreniez bien le principe. Une requête HTTP entrante, tout bêtement, ça nous fait arriver sur un contrôleur d'après l'URL, une action de ce contrôleur, et si jamais on fait return view, la vue, elle est recherchée dans le répertoire qui va bien et le nom de la vue qui va bien. Et cette vue, c'est du HTML dans laquelle on peut rajouter du arrobase, des arrobases pour faire du code C#, ce qu'on appelle Razor. Vous avez déjà compris les 3/4 d'ASP.NET MVC, ASP.NET Core MVC, puisqu'on est en train de faire du core. Ok, donc moi ce que j'aimerais, c'est ici lister les prochains meet-up à venir. Donc j'aimerais bien récupérer une liste des prochains meet-up à venir. Allez, on va le faire en anglais. Next meetups égale, et puis la question c'est qui va me fournir ce meetup. Alors je peux coder le boulot ici, d'aller chercher dans la base de données, d'aller faire mes trucs, mais c'est vraiment pas malin, parce que une des raisons pour faire de l'ASP.NET MVC, ASP.NET Core MVC, de choisir MVC, c'est pour la testabilité du code. Et si notre code il est en train d'aller invoquer directement la base de données, bah, il ne sera pas testable. Donc ce serait bien de dire donne-moi les prochains meetups, au lieu d'aller les chercher nous-mêmes. Et pour dire donne-moi les prochains meetups, eh ben, on va utiliser une interface. Je suis en train de venir vers l'injection de dépendance, mais pour ceux qui n'ont jamais fait d'injection de dépendance, rassurez-vous, ça vient tout seul. Donc je vais demander à un composant de me récupérer les prochains meetups. Et je vais donc créer un composant. Et donc pour ça, je vais aller me créer un répertoire service. Ça c'est juste ma convention à moi, enfin qui est partagée, mais on l'appelle comme on veut. Et dedans, je vais me créer une interface. iData Access. Ce sera le truc responsable de récupérer les données. Et dans cette interface iData Access, je vais juste m'engager à avoir une méthode qui retourne get next meetup. Il faut lui donner un type, et là je suis un peu embêté, il est énumérable de quelque chose, et j'ai pas encore ce quelque chose, donc il va falloir créer une classe modèle vue contrôleur. Donc je vais aussi me créer un répertoire modèle pour simplement écrire ma classe meetup. Et tout vient très naturellement en fait. Meetup. Voilà. Et donc, il me reste à décrire ce que c'est qu'un meetup. Un meetup, c'est un truc qui a un titre, une date de fin, une date et heure de fin, et une date et heure de début et de fin. Puis on pourrait rajouter beaucoup d'autres propriétés, mais je pense que vous savez le faire déjà. Une fois que j'ai cette classe meetup, je peux revenir à mon service iData Access qui du coup dans son getNextMeetup va s'engager à retourner une liste de meetup. Oui, il doit me manquer juste l'espace de nommage. Voilà, getNextMeetup, c'est déjà pas mal. Et une fois que j'ai ce truc-là, bah, je peux lui demander de bosser. Il n'est pas encore implémenté, on est d'accord, mais je peux en récupérer un en allant dans mon meetup controller, celui qui reçoit la requête, vous vous souvenez, et dire, bah, je vais le demander, je reçois un iData Access. Data Access. Voilà. Ouais. Hop. Et je vais lui demander de faire son boulot, de me retourner n'importe quoi. Data Access. Et je récupérer mes meetups. Oui, je sais, vous dites, il n'a pas encore fait son boulot. Mais il a préparé son boulot. C'est le plus important. Et qu'est-ce qui ne va pas Oui, bah, même si Sharp me dit, tu n'as pas encore fait ton boulot. Alors... Mais c'est comme ça qu'on code aujourd'hui, on ne fait pas le boulot, et on appelle ça de l'injection de dépendance. Parce que justement, dans ce code, il n'y a rien qui dit comment faire le boulot. Il y a juste des trucs qui disent « Ah bah moi, j'appelle le mec qui sait faire le boulot ». C'est un peu un travail de chef de projet, ou de truc comme ça, ou de président de la République. Et donc, j'appelle le mec qui sait faire le boulot, du coup, ça donne du code lisible, et ça donne du code testable. Et au moment des tests unitaires, on peut injecter un faux qui va chercher les données en mémoire, par exemple, et comme ça, on est dans un environnement maîtrisé. Bref, va falloir le faire ce boulot, mais on va le faire par quelqu'un qu'on se fait injecter. Et c'est ça l'injection de dépendance.
Je veux donc qu'on m'injecte un eData Access. Il y a 36 manières de se le faire injecter. La première traditionnelle, c'est de la demander dans le constructeur. Elle est un petit peu embêtante au début, donc si au début ça vous déroute le constructeur, vous pouvez simplement demander ça en paramètre de votre méthode index. Hop, vous écrivez ça comme ça, et vous rajoutez un attribut devant qui est from services. Ça c'est magique. Hop, j'ai juste voilà, un attribut. Donc from services où on dit, bah au fait, ça va être injecté, ce eData Access, dans cette méthode. Pourquoi pas, ça marche. La deuxième manière de faire, qui est beaucoup plus commune, c'est de se dire, finalement, ce eData Access, on risque d'en avoir besoin dans beaucoup des méthodes de notre classe, donc on va plutôt le demander dans le constructeur dès le début pour ne pas le demander à chaque fois, et pas avoir ce processus de recherche à chaque fois. Donc la méthode plus répandue, c'est d'écrire un constructeur qui va demander ce eData Access. Donc, je vais plutôt le faire comme ça, parce que c'est celle que vous trouverez un peu partout, mais l'attribut from services marche très très bien. L'attribut from services, il a quoi comme stratégie de lifetime management? C'est-à-dire qu'il va recréer à chaque fois. Il n'en a pas la même que lui. Là, on est déjà dans l'injection de dépendance. Quand on créera nos dépendances, on va dire à l'injecteur de dépendance combien de temps elles vivront, si elles sont singleton ou pas. Et c'est le même. Il passe par le même injecteur de dépendance. Donc, qu'on demande là dans from services ou ici, ça vient du même endroit. Ouais, même endroit. Donc, eData Access. Et donc là, bah hop, ça me demande d'écrire un petit peu plus de code quand je le demande ici, parce que forcément, puisqu'on l'a dans le constructeur et qu'on l'utilise dans une autre méthode, il faut se créer une petite variable dans laquelle on va le placer. Donc this.dataAccess égale dataAccess. Voilà. Hop. Donc j'ai pas fait beaucoup de boulot, et maintenant on peut exécuter ça, fantastique. Exécuter ça. Oui, j'ai récupéré les Next Meetup, et j'en ai pas encore fait grand chose. Ce que j'aimerais faire, ces Next Meetup, c'est les afficher. Donc pour les afficher, en fait, la vue, on aimerait dans notre vue index, ici, faire la liste de tous les meetups. D'accord Et donc, il faut lui transmettre ces meetups. Et là, ici, en paramètre de la vue, on peut transmettre un modèle. Modèle, vue, contrôleur. Et donc, à la vue, le contrôleur va transmettre à la vue le modèle. Et ici, je décide que mon modèle, c'est les next meetup, c'est-à-dire une liste de meetup. Énumérable de meetup. Voilà. J'ai presque tout fait. Ce serait bien maintenant de faire une vue qui est capable d'afficher tous ces meetups, donc de faire une boucle sur les meetups qu'elle a reçus. C'est pas très compliqué. La vue, on peut lui dire gentiment qu'on utilise modèle, qui est le truc qu'elle a reçu, et là faire un for each là-dessus. Et si on vient typer ce modèle, quand on fait point, on peut voir avoir l'intelligence qui nous aide. Mais là, je suis un gros fainéant. Et en fait, ça sert à rien de l'écrire la vue parce que Visual Studio sait l'écrire. Je vais supprimer ce index.cshtml et je vais me le faire écrire par Visual Studio. Là qu'on commence à gagner du temps. Donc j'ajoute une vue, je dis qu'elle s'appelle index, et en fait ce que j'aurais dû faire depuis le début, c'est dire tu vas me créer une liste. Une liste de quoi? Bah de meetup. Voilà. Hop. Bah il vient regarder par introspection la tête de la classe meetup, quelle propriété il y a dedans, et il me les met dans la vue. Alors là par contre ça... Ah oui d'accord, mon projet ne build pas. Ah oui, oui. Enfin oui. Pourquoi ne build-t-il pas? C'est pas si évident. Parce que j'ai tapé n'importe quoi. Il y a un dollar. Ah, merci. Il faudra que j'en parle à Mathis. Je tape des dollars en haut de mes fichiers. Ça va faire toute une séance. Plutôt à la RH, du coup. Pardon? Plutôt à la RH. Alors non, parce que je suis freelance, donc... Donc, view index. Hop. Je veux qu'il me crée une liste. Hop, et je veux que ce soit meetup. Allez. Pour roulement de tambour. J'aimerais bien savoir ce qu'il fait pendant ce temps-là parce que c'est pas possible. Ouais. Donc, voilà, c'est ça. Ils ont rajouté un tempo exprès. Donc j'ai ma vue index et si vous regardez, il y a un truc très sympa qui a été rajouté en haut. Bah, c'est ce que je lui ai mis dans la boîte de dialogue, c'est-à-dire le modèle qui est transmis à la vue, c'est une liste de meetup. Alors moi j'avais juste dit que c'était un meetup, mais comme j'ai dit que c'était une vue liste, il sait que c'est un i énumérable qui l'attend. Ça déclare juste le type qui est transmis par le contrôleur, c'est-à-dire celui qui était transmis là. Il faut être compatible avec ce qu'on a mis, c'est pas une obligation, mais si vous le faites, du coup vous avez droit à une licence dans tout le reste. Quand vous êtes sur modèle, quand vous faites point, enfin si Visual Studio veut bien marcher, parce que là il a décidé de pas marcher, on a droit au point title, on a de la vérification à la compilation, que la propriété title existe bien, etc. Ensuite, il nous fait bêtement une boucle, for each item in model, affiche-moi, item title, item start, item end.
On voit des lambda d'expression, on voit des HTML display for, c'est juste pour frimer, c'est rien. On aurait pu écrire ici item.title, tout court. Hop, td, item.title. Alors pas exactement display for, en fait, ça récupère le nom de la propriété. C'est pour écrire title. Et la valeur de... Non, si, c'est bien la valeur de la propriété, excusez-moi. Donc j'aurais pu mettre item.title tout court. Voilà. Le display_for, c'est juste un truc qui est adaptatif. Si c'est une date, il va la formater correctement. Si jamais c'est un objet métier meetup, il est capable d'aller chercher tout seul si on n'aurait pas une vue partielle qui est capable d'afficher les meetups, etc. Mais si ça vous gêne, vous l'écrivez comme ça. Oui, et puis un petit arrobas devant, parce que si j'écris juste comme ça, c'est du HTML, ça sort dans la page. Donc item.title. Je relance ma vue. Hop, je la rafraîchis, ma vue index. Et là, ça plante, parce que rappelez-vous, j'avais pas fait le boulot. Ah oui, non mais là, je m'attendais pas à ça plante comme ça. Il s'est carrément arrêté, j'ai l'impression, là, le serveur, Kestrel. Sinon, c'est un truc qui watch automatiquement tes fichiers que tu sauves. Là, comme ça, là, par défaut, Visual Studio, il fait pas du watch pour me recharger. Hein. D'accord. Ah oui, c'est mon lien qui est pas bon, c'est Meetups. Déjà, voilà, ça me fait plus. Ouais. Et j'en profitais pour corriger mon lien parce que juste dans le layout, j'avais dit que c'était le contrôleur Meetup et je l'ai appelé Meetups. Voilà. Mais bon, le truc me dit, grosso modo, ah bah tu sais quoi, Unable to resolve service. J'ai pas réussi à trouver le service qui s'appelle iDataAccess. En gros, dans Meetup Controller, tu m'as demandé un iDataAccess, mais je sais pas comment te le fournir. C'est vrai, j'ai oublié de faire mon boulot. À force de déléguer le travail, j'ai oublié qu'il y avait personne pour le faire. Donc, faisons-le. Donc le truc, le coupable, il est là, hein, dans le Meetups Controller. Hop, j'ai demandé un iDataAccess pour faire le boulot et faire le getNextMeetup, mais lui, il n'est pas codé. Donc on retourne à iDataAccess et effectivement, il n'est pas codé. Mais à partir de là, on peut écrire plein de classes différentes. La classe qui fera le boulot en RAM, la classe qui ira chercher dans SQL Server, la classe qui sera utilisée pour certains tests, etc. pour bouchonner. Donc je vais créer ma classe. Je vais l'appeler inRAM, hein, in-memory data access, et je vais faire mon boulot en l'implémentant. Hop, iData access, mais là c'est assez rapide de faire mon boulot, je lui dis fais-le moi à Visual Studio, hop, et ben grosso modo fait en retourner quelques-uns, ben, on fait une boucle, hop. Pour frimer on sort un mot-clé qu'on n'utilise jamais dans la vraie vie. J'aurais pu construire une liste et la retourner, mais c'est vraiment juste pour la frime. Title égale top, numéro. Et là aussi pour frimer, plutôt que de faire un plus, hein, où on va sortir et super, moi j'ai appris les nouveautés de C#, et donc je peux... D'ailleurs, ça on l'a vu dans JavaScript avant de le voir en C#, pour une fois que ça va dans l'autre sens. Start égale, et on va lui dire, tu prends datetime.today, days, tu en ajoutes i, et tu ajoutes hour, tu dis que ça commence à 19h. Voilà. Et pour la fin, bref, je me génère des valeurs bidons. Je ne m'étends pas sur ce code parce qu'il n'a strictement aucun intérêt. Vous pourriez écrire ce que vous voulez, invoquer ce que vous voulez, c'est pas grave. Toujours est-il que normalement maintenant, j'ai fait le boulot, donc je m'attends à ce que ça marche. Il y a bien un truc qui implémente iDataAccess. On est d'accord? Ça va. Et donc, si je clique sur Meetups, ça marche toujours pas. Et il me dit toujours la même chose, j'arrive pas à trouver iDataAccess. Et c'est normal, il peut y en avoir 500 des trucs qui implémentent iDataAccess, c'est ce que je viens de dire. Donc il faut juste prévenir .NET Core que, au fait, quand on demandera un iDataAccess dans le cadre de cette application, c'est le in-memory qu'il faut utiliser. Ce qu'on pourra changer très rapidement d'un moment à l'autre. Donc faisons-le. Et ça se passe où? Dans le fameux startup. Et c'est dans le startup qu'on s'amuse à configurer justement les services disponibles. Dans Configure Services, dans la classe startup, on a notre Configure Services, et c'est là qu'on lui rajoute nos services, les trucs qui vont être injectés par le moteur d'injection de dépendance. Donc ça, c'est la nouveauté par rapport à l'ASP.NET MVC et au .NET traditionnel. On n'avait pas d'injecteur de dépendance par défaut, vous n'étiez pas obligé d'en faire, et en tout cas, vous n'étiez pas fortement encouragé à en faire, et donc vous pouviez vous en passer. Là, dès le début, on nous encourage à en faire, et franchement, ce serait dommage de vous en priver. Vous avez vu, ça vient très naturellement. Donc tout ce qu'on a à faire, c'est prévenir l'application ASP.NET que, au fait, le moteur d'injection de dépendance par défaut, que, au fait, quand on va en rajouter un, et donc quand on aura besoin du data service, on instanciera un, hop, on peut lui dire un add transient. Au moment où tu en as besoin, il est instancié, il sera mis à la poubelle juste après. Donc on lui dit qu'on sera du iDataAccess. Hop. Tu implémenteras,
tu instancieras le in-memory data access. Hop. C'est tout, ça se configure comme ça. Vraiment pas compliqué. J'ai d'autres trucs, j'ai du add singleton, add scoped, en gros par défaut. Et en fait, j'ai des surcharges innombrables là-dedans pour dire je peux plutôt lui donner un truc qui, une implementation factory, celle qui va instancier le bidule si jamais j'ai une technique, une méthode d'instanciation qui dépend d'un certain contexte, qu'il faut aller regarder des variables d'environnement, qu'il faut ceci, cela. Aucun problème, je peux ici donner une fonction, une norme d'expression. Si. Le moteur d'injection il est natif ou il n'y a pas d'unité derrière qui est cachée ou un truc comme ça? Alors, c'est pas Unity, non, c'est le moteur d'injection natif dans .NET Core, mais qu'il nous encourage fortement à remplacer par un vrai moteur d'injection quand on passe sur des grosses applications. Donc, il est là pour permettre de démarrer sans se casser la tête, mais il n'est pas garanti fiable en production de démon. Je sais pas ce qu'il vaut en performance, en tout cas Microsoft nous dit clairement depuis le début, l'utilisez pas en production, c'est juste pour commencer sans perdre de temps à chercher un moteur d'injection de dépendance. Ceci dit, ça doit être pas mal fait quand même. Oui, donc normalement, maintenant j'y suis enfin, puisque je lui ai dit ce qu'il fallait instancier. Normalement, tout s'est emboîté, comme les Lego que vous avez derrière vous. J'ai mis les briques du bas avant de mettre celle du haut, d'accord, mais et voilà, donc j'ai bien ma page qui me liste tous les meet-up. Je vous demanderai pas d'applaudir, vous l'avez déjà gentiment fait, donc c'est bon, je vous remercie. Non, c'est ira. Alors, pour ceux qu'on avait déjà un peu vu de l'ASP.NET MVC, ça ressemble énormément, si ce n'est que j'ai rajouté l'injection de dépendance qui est en cadeau depuis le début. Ce qui a changé aussi par rapport à l'ASP.NET MVC qui n'était pas Core, c'est les Web API. Parce que, comme je vous ai dit, maintenant, aujourd'hui, de plus en plus, on a le fameux full stack, et donc côté client, on a des trucs comme React, Angular, Knockout, qui veulent du JSON. Et donc, il ne faut pas leur retourner du HTML avec une vue, et donc on peut supprimer tout le répertoire view, en fait, quasiment, ou en avoir plus qu'une, et il faut leur retourner du JSON. Et bien, bonne nouvelle, c'est super facile à faire. En fait, par défaut, la Web API, c'est comme les contrôleurs traditionnels. Donc, je vais me rajouter un contrôleur qui va s'occuper de l'API, histoire de retourner du JSON à ceux qui en ont besoin. Donc, je rajoute un contrôleur. Je fais un contrôleur d'API. Ouais, très bien. C'est ça, vide. Hop, et je vais l'appeler Meetup API contrôleur. Vous savez ce que dit un développeur qui a mangé trop de viande? Stack Overflow. Voilà, ça me permettait de passer le temps. Et donc une Web API, c'est rien, c'est un pauvre contrôleur dans lequel on va mettre notre méthode. Get all meetups. Voilà. Et elle est tout aussi fainéante que... Non, il faut dire ce qu'elle retourne. Donc, c'est un e-action-result. Hop. Et elle est tout aussi fainéante que les autres. Elle va demander à se faire injecter le iDataAccess. Mais là, on sait déjà faire. Donc, hop. Je pourrais pareil demander from services, mais iDataAccess. Hop. Et 6.2 data access égale data access get all meetup. Et donc qu'est-ce qu'on va faire? On ne s'embête même pas, on appelle de même, hein. Et c'est l'avantage d'avoir codé à base d'interface et de services. Un des avantages, l'autre étant la testabilité, je retourne la même chose et je sais que ça marche. Voilà. Et du coup maintenant on va pouvoir oui, c'est pas un action result, pardon. Dans la Web API, on retourne directement notre type. Ou alors, faudrait l'encapsuler dans un JSON de machin. Moi, je trouve ça plus lisible de le faire directement comme ça. Ça se discute. Tu peux faire du produces par méthode. Le produces, l'attribut que tu as mis sur le contrôleur, tu peux le faire par méthode pour dire que chaque méthode renvoie des types différents éventuellement. Par méthode, oui, ces attributs, on peut les mettre aussi bien sur la méthode que sur le contrôleur, tout à fait. Pour contrôler le type, c'est vrai que là, on a un attribut qui dit par défaut, ça donnera du JSON. Parce qu'en fait, il est malin, Web API. Il regarde, vous savez, dans une requête HTTP entrante, il y a un truc qui dit Accepted Content Type, où on dit ce qu'on attend, si c'est du JSON, du XML, du machin. Et la Web API sait s'adapter à ça. Elle est basée en fait sur des packages nuggets, donc vous rajoutez les packages nuggets qui vont bien, le package XML, le package syntaxe que vous voulez, CSV par exemple, et on peut quand même le forcer en lui disant non, quelle que soit l'entête qui arrive, tu vas me retourner du JSON pour tout le monde. C'est pour ça qu'il y a ce truc-là. Mais on pourrait le mettre sur l'action. Donc énumérable de meetup, et normalement j'ai tout bon. Oui, il me manque le...
using, je compile tout ça. Et donc, puisque mon truc... Alors là, il me le dit clairement, la route. Hein, il définit en clair la route pour pas que ce soit la même que les autres. Il dit que ce sera API/meetups API. Bah, très bien. Hop, on retourne dans notre navigateur. Et donc, une application qui viendrait et qui aurait besoin des données, eh ben, on lui a fourni une API qui permet de récupérer la liste des meetups. Pareil, voilà, on les a bien tous, mais au format JSON. Okay, donc, nos copains d'Angular et React, ceux qui bossent sur la partie front-end seront contents, ou nous, quand on bossera sur la partie front-end. Donc la Web API, bah, c'est pas plus compliqué. Je me demande si je creuse un peu plus loin, parce qu'en fait, il y a toute une partie, il y a deux parties dont j'aimerais bien vous parler. C'est la gestion du HTTP post et les tests unitaires. Mais c'est deux choses dont je peux aussi me passer, parce que les tests unitaires automatisés, c'est pas spécifique à .NET Core ou ASP.NET MVC, c'est juste que c'est un truc super bien à faire, et si vous en avez jamais fait, bah, faudra en faire. Mais vous dites c'est peut-être compliqué, mais non, en fait, c'est simple. Et le HTTP post, si vous venez d'ASP.NET MVC, c'est le même dans ASP.NET MVC Core. Donc là, il n'y a pas non plus de nouveauté. Et vu les profils où il y en a déjà pas mal qu'on fait de l'ASP.NET MVC, je risque de les embêter en parlant du HTTP post. Et pour les tests unitaires, qui parmi vous fait des tests unitaires réellement au quotidien? C'est bien. C'est très bien. Et les autres, je sais, vous pensez que c'est de la perte de temps. C'est faux. Je sais pas si je le fais, du coup, je pense que j'en ai pour 20 minutes à faire des tests unitaires et du HTTP post. Qui veut voir les tests unitaires et le HTTP post? Il y en a pour 20 minutes. Qui préfère boire et manger? Vous êtes moins nombreux. Et qui dort? Du coup, je sais pas, je le fais pour quand même un bon tiers qui veut le voir. Hein. C'est la majorité de ceux qui ont voté, des votes exprimés. Les autres étant blancs. Donc, je vais pas trop traîner dessus. Alors, commençons par les tests unitaires. En gros, je veux gérer l'ajout. Ce que j'aimerais, voilà, excusez-moi, je vais commencer par le commencement. On a une application qui nous liste des meetups, mais ce serait bien de pouvoir en rajouter des meetups. Alors dans Visual Studio, vous avez un truc, si vous lui dites que vous bossez avec du Entity Framework derrière, il vous génère tout, les contrôleurs, les vues, et tout marche bien, et c'est magique. Mais là, je veux du in-memory, donc il faut que je le code un petit peu à la main. Et donc là, dans Meetup, il m'a rajouté un create new, et quand je clique dessus, ça va vers meetup/create, qui est une action qui n'existe pas. Donc là, ça plante. Donc il faut la coder, et donc j'aimerais coder l'ajout. Mais au final, je vais me retrouver à devoir coder l'ajout dans iDataAccess. Donc faisons-le tout de suite. On va dire qu'on rajoute une méthode void add qui prendra un meetup en paramètre. Hop. Du coup, il faut aller corriger le in-memory data access. Et je ne sais pas double-cliquer. Hop. Voilà. Et bah, va falloir le coder, c'est une memory data access. Mais en le codant, je vais devoir déplacer ce code-là dans le constructeur pour construire par défaut mes 10 trucs et venir machin. Et du coup, je risque de casser cette méthode getNextMeetup qui fonctionnait bien. Et comment s'assurer que quand je refactorise du code comme ça, je ne casse rien? Bah, c'est là qu'arrivent les tests unitaires automatisés. Là où vous pourriez dire, c'est de la perte de temps d'écrire un test unitaire automatisé qui vérifie que getNextMeetup retourne des valeurs. C'est vrai, de but en blanc de l'écrire depuis zéro sans aucune raison, c'est de la perte de temps. Mais à l'occasion de la refactorisation de cette méthode où on va tout casser dedans, c'est l'occasion d'écrire le test qui devrait être vert puisqu'on retourne bien des meetups et qui doit rester vert après ma refactorisation. Je serai déjà vachement plus sûr de moi. Et là où je gagnerai du temps, c'est quand il y aura un autre Gugus qui reprendra mon code, qui le cassera, parce qu'il ne comprendra pas très bien ce que j'ai fait, que ce sera pété, et s'il n'y a pas de test automatisé, on revient vous voir un mois plus tard, enfin, on ne vient pas vous voir, oui, on vous dit ça plante, c'est ta partie, et vous devez retrouver que c'était un Gugus qui avait fait une modif il y a un mois. Alors que le test automatisé, une fois qu'il est là, dès que quelqu'un fait une modif de code qui casse le code, on saura tout de suite que c'est lui. Donc, et si c'est moi, je le saurai tout de suite. Donc je vais écrire mon test automatisé. Alors, démystification des tests automatisés, vous savez déjà en faire puisque c'est des simples méthodes. Donc tout ce qu'on a à faire, c'est rajouter un nouveau projet de test. Excusez-moi, mais je vais copier le nom du projet. Hop, donc je rajoute un nouveau projet de test. Non, pas de test parce que sinon c'est du .NET normal. Je suis en train de faire du .NET Core, donc Unit Test Project .NET Core. Hop. Je vais l'appeler machin test, là aussi c'est ma propre convention, ou point test, comme vous voulez. Pour chaque projet, je crée un projet qui contient les tests automatisés associés à ce projet. Hop. Et donc nos tests, pareil, histoire d'être cohérent, je crée... Il ne veut pas réagir, voilà. Je nomme mes tests automatisés, qui sont des simples classes,
exactement comme les classes que je teste, mais avec test à la fin. Ça, c'est les in-memory data access test. Oui, tu peux renommer. Voilà. Donc, c'est quoi un test automatisé? C'est une simple méthode, et pour que Visual Studio sache que c'est un test automatisé ou notre environnement d'intégration continue, eh ben, on rajoute un attribut test méthode devant, et on le met dans une classe qui a un attribut test class. Fantastique. Donc là, je vais écrire une méthode qui vérifie que le getNextMeetup retourne des valeurs. Returns values. Hop. Et donc, je vais simplement demander un iDataAccess. Là, je ne vais pas utiliser l'injection de dépendance, quoique je pourrais. Alors oui, il ne le connaît pas parce qu'il faut encore que ce projet référence le projet qui contient la classe qui m'intéresse à tester. Hop. Ah, flûte. J'ai dit oui. Je sais pas quoi j'ai dit oui. J'ai généré une propriété, mais je vois rien. Bon, j'ai l'impression qu'il n'a pas fait. Oui, using, voilà, c'est ça. Hop, data access. Hop. Et en fait, autre chose, les tests unitaires automatisés, normalement, ça vous coûte rien à faire parce que c'est du code recyclé. C'est-à-dire là, c'est ce code-là que j'utilise. Hop. Plus exactement, meetup controller, voilà, ce code-là. Il n'y a rien de neuf dans un test automatisé. Normalement, on devrait avoir que du code qui est utilisé ailleurs. Et normalement, on devrait même commencer par l'écrire avant d'écrire la fonctionnalité. C'est le test driven development. Donc data access, hop, sauf qu'il n'a pas été implémenté, il a été instancié, c'est pour ça qu'il m'embête. Et donc là, je lui dis qu'on a instancié un in-memory machin, data access. Faut bien, vu que j'ai pas d'injecteur de dépendance ici, je suis obligé de le faire à la main. Ce serait bien de configurer le même injecteur de dépendance dans mes tests automatisés. Bref, ça c'est déjà un test, ça vérifie que la fonction ne plante pas. Et ensuite, on va quand même tester quelque chose. Et pour ça, on a le droit d'écrire assert point et de demander plein de choses. Notamment, je peux vérifier qu'on a bien au moins un élément isTrue de next meetup. Point. Alors j'aimerais faire du link queue, mais il n'y a pas using system.linkQueue. Voilà. Donc .ni pour vérifier qu'il y en a bien, parce que c'est un i énumérable mon truc, donc je ne sais pas faire grand chose dessus sinon. Voilà, donc c'est un test qui vérifie que ça retourne bien des données. Super. Ensuite, il n'y a plus qu'à cliquer là, run all, et donc tous vos tests sont lancés. On peut même paramétrer Visual Studio pour qu'il soit en mode je relance les tests à chaque fois qu'il y a une modif de code. C'est dans les options. Hop. Et pendant qu'il passe ces tests automatisés, je peux m'amuser à compter. Ça vous gêne, non? On finit par en devenir fan des tests automatisés à force d'en faire. Parce que ça nous sauve tellement la vie que voilà. Genre, quand j'ai mes tests là, si l'API de mon client que je suis en train d'utiliser elle pète, j'ai le test d'appel de l'API qui pète et qui est en rouge. Et c'est pas en lançant mon appli que le client fait ah ouais, mais ça marche pas. Et après 3 heures, ah bah oui, c'est ton API qui a changé, ou qui n'est pas accessible, ou ceci, cela. Ce n'est qu'un exemple. Donc, in-memory data access, mon test est vert, je peux passer à autre chose. Et surtout, je peux commencer à péter mon truc. Mais avant de le péter, je vais faire du test driven development. On aborde tous les sujets ce soir. Et là, j'aimerais faire un test qui vérifie que la fonction add machin, ça marche. Que quand j'ajoute un meetup, hop, add, really add one test. Donc quand j'appelle add, on en aura bien un de plus. Donc je vais rajouter un nouveau meetup, n'importe lequel. Et là encore, il manque le using. Hop, on lui met aucune donnée dedans. Je pense pas qu'il y en aura besoin pour que le test fonctionne. Je prends le count avant. Je vais y arriver. Int count before égale tag.count. C'est mon test, j'écris ce que je veux. Je compte avant, je compte après l'ajout. Et je vérifie que c'est égal à ça plus 1. Asset.arEqual de count after. Donc c'est la valeur qu'on attend, expected, count before plus 1. Voilà, le count after doit être égal à count after. C'est juste pour que le message d'erreur soit dans le bon ordre, qu'il faut le mettre dans le bon ordre. Bref, je lance mon truc, qui devrait être rouge, là, puisque je n'ai pas encore codé la fonction d'ajout. Mon test doit être rouge. Mais c'est bien, les tests, c'est ma to-do list en fait. Ce qui est rouge, c'est ce qu'il y a à faire. Soit des choses que j'ai cassées, soit des choses que j'ai pas encore fait. Donc je suis en mode test driven development. Mon test est prêt à fonctionner. Donc là, on peut voir ce qui se passe mal. Et concrètement, en fait, c'est le throw not implemented exception, je pense. Voilà, not implemented exception. Et on peut directement aller à l'endroit où il faut bosser. Cool. Du coup aussi, les tests, vous pouvez faire clic bouton droit, debug. Et comme ça, vous arrivez directement sur le point d'arrêt que vous avez mis au bon endroit. Enfin, on ne relance pas toute l'application. Gain de temps encore.
Bref, on va coder ça rapidement. Hop, hop, in memory. Et maintenant, comme j'ai mes tests qui couvrent tout ça, j'ai une bonne couverture des tests, ben, je peux être assez tranquille. J'ai une liste de meetup. Voilà. Meetups égale new. Hop, j'instancie cette liste. Je récupère ma boucle, hein. Sauf que là, je peux plus frimer avec mes yields. Hein. Je vais devoir réellement bosser. Enfin, le faire normalement, quoi. Mais c'est pas très compliqué. Il suffit d'écrire meetup.add. Hop. Voilà. Et ici, on va faire return meetup. Voilà, on va juste en profiter ouais, non, on va pas faire ça parce que ça risque de planter s'il n'y a pas stardate. Voilà, non, c'est pas ça, c'est le add, excusez-moi. Celui-là, je vais le mettre en dessous. Et là, meetup.add de m. D'accord, j'ai pas fait beaucoup de code, mais je suis pas là pour faire ce genre de code. Je vais juste vous montrer comment ça fonctionne, ASP.NET Core. Et là, en l'occurrence, les tests automatisés, normalement, ça devrait passer en vert pour me prouver que mon truc marche bien. Et maintenant, il n'y a plus qu'à écrire remonter, c'est-à-dire faire le contrôleur et la vue. Donc, je fais mon contrôleur. Alors, pour l'API, ce serait trop facile. Pour le contrôleur, aucun problème. On crée un truc create, puisque il a choisi que ça s'appellerait create dans son lien, mais on aurait pu le changer. Public action result, create, hop, qui va faire return view pour avoir le formulaire qui permet de saisir un meetup. Et on va créer ce formulaire en l'appelant create. Je vais copier ce nom-là. Et donc, dans les vues de meetups, je rajoute une vue, à moins qu'on la fasse en Angular ou en React, et là c'est juste l'API et c'est terminé. Mais là je la fais en HTML, donc create, et là aussi il peut m'aider en disant je veux un meetup. Oui, ça va encore prendre quelques secondes. Alors là j'ai pas d'autres blagues, si j'en ai une en anglais, mais ça se traduit pas en français. C'est un administrateur SQL Server qui rentre dans un bar et and he joins a table. Il n'y a pas de traduction en français. Il rejoint une table, ça passe peut-être en québécois. Mais... Donc là, il m'a créé, là c'est le formulaire HTML pour créer ça, donc un form. Et juste petit truc qui est une nouveauté d'ASP.NET Core qu'on n'avait pas en MVC avant, c'est les tags helper. C'est-à-dire qu'on peut définir, mais ça c'est la grosse mode, Angular définit ses propres attributs HTML, tout le monde définit ses attributs HTML. Et bien ASP.NET MVC Core aussi vous autorise à définir vos attributs HTML qui, sans prévenir, sont interprétés côté serveur. C'est-à-dire jusque-là, le Razor, ce qui ne contenait pas arrobase, était interprété côté client, mais là, il y a des trucs. Certains, on ne sait pas, ils seront interprétés côté serveur. C'est peut-être le seul inconvénient de ces helpers, ils sont très lisibles, mais du coup, on ne sait pas si ça c'est du Angular ou pas du Angular. Bah, il se trouve que c'est du ASP.NET Core. Et donc, il va créer le formulaire, il va rajouter des anti-forgery tokens, je ne rentre même pas dans les détails pour la sécurité. Pareil, on trouve ici un label ASP4, il va aller chercher tout seul sur la propriété title s'il n'y aurait pas un display attribute pour dire comment on l'affiche dans les différentes langues, etc. Le input for, il va voir le type de truc pour savoir s'il faut mettre un calendrier ou autre. Bref, si j'exécute ça, je me retrouve avec un formulaire pour créer un meetup. Ça y est, le temps est écoulé. Mais j'ai fini en fait, hein. Presque. Donc, meetup. Voilà, si je fais create new, au moins ça ne plante pas. J'ai de la validation. Normalement, non, il n'y a aucune validation. Bon. Hop, hop. Sauf que là, il me vide mon truc. Et si je reviens à ma liste, meetup, ben, il ne me l'a pas rajouté. Pourquoi? Parce que j'ai pas codé le HTTP post. Et oui, là, mon seul contrôleur qui existe, c'est celui-là. Et là, si vous comprenez ça, c'est que vous avez tout compris à ASP.NET MVC. Sinon, vous inquiétez pas, j'ai un bouquin pour ça. Lui, il dit juste quand j'ai les requêtes HTTP qui arrivent, bah, je fais rien, je retourne la vue. Donc, quand il reçoit une première requête pour recevoir le formulaire, il lui envoie le formulaire. Mais quand on clique sur Submit et qu'on envoie les données, c'est le même code qu'exécuté. Donc, les données ne sont jamais rajoutées. Très bien, bah, on va aussi traiter la requête HTTP post en créant une deuxième action. On est un peu schizophrène, mais devant laquelle on va mettre HTTP post pour dire quand c'est un get, c'est sous-entendu tu iras sur celle-là. Quand c'est un post, tu iras sur celle-là. Et je suis un gros fainéant, je peux lui demander directement le meetup en paramètres. Je pourrais lui demander les différents champs qui ont été postés dans le formulaire, mais si je lui demande le meetup, il va tout seul prendre les différents champs dans ce qui arrive dans le corps de la requête HTTP post ou dans les entêtes, dans l'URL, dans la query string aussi, il va chercher à plein d'endroits, ou dans les services, injection de dépendance, etc. Il va finir par me remplir les différents champs de meetup.
Et donc, en gros, ce qu'il faudra que je fasse, c'est que je demande à mon data access. C'est là que ça devient payant, toute mon injection de dépendance faite dans le machin. J'ai plus qu'à demander. Hop. Et ça, je sais que ça marche puisque c'est testé unitairement. Youpi. Et je retourne la vue. Bah, dans ce cas, on peut, plutôt que de retourner la vue create qui sera vide de nouveau, on peut faire un redirect to action. Tout ça, la view, redirect to action, etc., c'est des méthodes de la classe controller qui m'évite de faire un peu plus de boulot. Redirect to action, je lui dis d'aller sur l'action index qui donnera donc la liste de tous les meetups. Ce serait bien de vérifier que le meetup n'a pas été traficoté, etc. Bon, il y a du code supplémentaire à faire pour la sécurité, mais par souci de gain de temps, je ne vais pas le faire. Et si ça marche, j'en aurai presque fini. Donc, create new, hop. Hop, je crée. Et oui, alors si. Mais je me le suis fait moi-même, je me suis fait peur, j'ai passé 5 minutes à chercher. Je vous donne tout de suite la solution parce qu'elle est casse-tête celle-là. Ce qui se passe, le gros méchant, en fait, mes 2 requêtes, elles arrivent, et à chaque fois que ça arrive avec une nouvelle... ça arrive de nouveau sur le Meetup Controller, et ça me crée, par injection de dépendance, un nouveau eData Access à chaque fois, qui instancie dans son constructeur la liste des 10 bidules. Donc quand on vient demander l'index, c'est un nouveau qui contient les 10, et c'est pas le même. Donc faut juste... Ça se résout dans l'injection de dépendance. Ah, voilà, exactement. Transient, c'est un truc qui est instancié à chaque fois qu'on le demande. Et je peux faire un add singleton, en disant, bah, il sera fait une seule fois pour toute l'application. Tant que l'application vivra, il restera là. Mais attention, ça ne va pas rester éternellement. Une application ASP.NET, c'est voué à planter régulièrement, à s'arrêter. Si c'est dans un compteur, ça s'arrête, ça redémarre. Si vous recevez 10 000 requêtes secondes, il y a un moment, vous allez planter souvent aussi, mais c'est tout à fait naturel dans une application web. Donc ça va planter. Donc ce que vous singleton, ça ne veut pas dire éternel. Si vous avez des trucs éternels, mettez-les en session, mettez-les dans plein d'autres trucs qui sont faits pour ça, une base de données, mais pas... ne confiez pas dans le singleton les yeux fermés. Donc voilà. Hop. Meetup. Voilà. Hop, je crée un nouveau. Et il est bien là. Je pourrais en rajouter d'autres, ils y seraient aussi. Merci. Merci. On termine par un tout petit peu de publicité. Donc, comme je vous ai dit, je suis un auteur débutant. J'ai quand même eu l'occasion de sortir ces bouquins-là. Celui qui nous intéresse pour la session d'aujourd'hui, c'est Learn ASP.NET Core MVC qui vient de sortir. Un qui marche très très bien en ce moment, c'est Learn WPF MVVM. Bien que ce soit une techno qui commence à dater, en fait, il y a beaucoup de projets encore qui sont faits en WPF et MVVM, et il n'y a pas beaucoup de bouquins qui correspondent. Ça, c'est pour les JavaScript junkies. Meteor, c'est une super techno pour... en gros, si vous avez à faire une application web qui doit être synchronisée en temps réel sur tous les terminaux, y compris avec des applications natives, il y a quelqu'un qui tape un truc, ça doit être tout de suite sur l'écran de l'autre, ça va marcher sur PC, etc. Vous prenez Meteor et c'est terminé, le temps de la commencer. Mais il y a des inconvénients du genre, quand vous les déployez, vous vous rendez compte qu'il y a un serveur, ça gère 10 utilisateurs. Forcément. Tout ne peut pas être parfait. Et là qu'on va devoir faire du boulot pour optimiser. Et le tout premier que j'avais fait, c'est Learn ASP.NET MVC, qui lui est la version pas ASP.NET Core. Ça ressemble à ça, les bouquins. Et malheureusement, j'avais commandé à mon imprimeur beaucoup de ceux-là, pour même vous en offrir quelques-uns, mais il ne les a pas envoyés à temps. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va distribuer la version e-book. Vous allez recevoir un petit coupon qui vous permet de télécharger l'e-book immédiatement en PDF, en EPUB, en mobile ou l'envoyer sur votre Kindle. Et si vous voulez la version papier, vous nous laissez juste votre adresse, les gagnants, et on vous l'expédiera, la version papier, chez vous. L'imprimeur va s'en occuper pour se rattraper de sa gaffe. Ça s'appelle Lulu, l'imprimeur. Lulu, c'est un imprimeur américain. Alors, donc juste pour ce bouquin-là en particulier, l'idée derrière toute cette collection Learn quelque chose, c'est d'apprendre rapidement en quelques jours en auto-formation, donc en quelques jours vous y êtes. Ça ne demande pas beaucoup de prérequis, si vous connaissez .NET, pour celui-là ça suffit. Il existe en e-book en papier, vous pouvez l'acheter notamment sur l'InPub. L'InPub, ça vous permet aussi, les prochains bouquins que je vais publier, de les avoir avant qu'ils soient terminés. Celui qui est en cours, c'est Learn Universal Windows Application. Si vous le voulez, il est déjà à 10%, vous pouvez déjà commencer à le lire en fait. Et sinon, ils sont disponibles. Donc ça, c'est la version électronique. Vous avez aussi un lien pour la version papier. Et sinon, sur Amazon, vous trouverez version papier, version électronique
aussi. Il y a d'autres distributeurs, Amazon, je ne les ai pas tous en tête, mais vous les trouverez sur Internet. Voilà, donc on en distribuera quelques-uns pour le tirage au sort. Je vous ai mis des slides à cette adresse. Si vous voulez les télécharger, il n'y en a pas beaucoup, mais on me demande toujours les slides, donc elles sont là. Et si vous avez besoin de me contacter après, voilà mon adresse email. Et c'est l'occasion, si vous avez quelques questions au sujet d'ASP.NET Core MVC. Kestrel, s'il vous plaît. Je réponds. Vas-y. Ah, bon, vas-y. Le use Kestrel, il faut éviter d'utiliser en production ou on peut le... Alors, j'ai pas fait mes propres tests, mais le discours officiel, c'est Kestrel, il est là juste pour le développement. Derrière, il faut comprendre Microsoft. Ils ont un serveur, 2IS. Donc, ils vont pas dire d'utiliser Kestrel à la place de 2IS, puisqu'ils veulent quand même vendre 2IS qui est dans Windows Server. Mais grosso modo, en gros, sur quoi on Par déploie? rapport aux API, on aurait utilisé un service WCF, on aurait hosté le service. Ça fonctionnait. Est-ce qu'on peut imaginer que le use Kestrel est un peu l'équivalent et du coup, Tout on à le fait. dans la même, Tout à fait. Use Kestrel, c'est équivalent d'héberger le service. Mais donc, mon approche à moi, c'est de dire, vous êtes sur du Windows Server, use 2IS. Vous êtes sur autre chose, use Kestrel. Et de toute façon, même Node.js derrière, encore une fois, ça fait partie de la vie des applications de planter. Donc, si Kestrel plante, tant pis. C'est juste que du coup, la gestion des certificats SSL, du cache, etc., Kestrel va pas le faire de base. Donc, soit on le fait en .NET Core, soit on met un reverse proxy devant. Encore une fois, si on n'est pas sous Windows, le reverse proxy, ce sera un autre. Ça peut être du NGINX, par exemple. Voilà. Donc, ma configuration typique sur du Docker, NGINX et Kestrel derrière. Dans 2 conteneurs séparés. Merci. De rien. Moi j'ai un use case dans nos applis à l'heure actuelle où j'aimerais bien un serveur donc on fait de l'Angular. J'aimerais bien un serveur qui me serve les fichiers d'Angular, qui fasse un minimum de route mapping pour me rediriger toutes les sous-routes de l'application vers la page d'accueil d'Angular. Et c'est tout. Est-ce que si je fais un empty ASP.NET Core project et que je lui configure juste les quelques routes, ça suffit? Ben oui, avec le static use static file. Ouais, voilà, que je configure juste la partie statique. En gros, ce sera vide avec ça. Ouais. Et là, dans les paramètres, on peut lui dire quel répertoire, quel type de fichier il va servir, quelques redirects éventuellement dans ton cas. Mais même plutôt qu'un redirect, ce serait ta route. Parce que oui, excusez-moi, mais je ne l'ai pas dit, mais dans le use MVC, c'est là qu'on paramètre la route. C'est là qu'on lui dit au fait, quand tu tapes sur l'URL du site, ce sera slash le nom du contrôleur. Et si on met rien, sous-entendu home, slash le nom de l'action, si on met rien, sous-entendu index. Et on peut en mettre plein d'autres si on veut. Ouais. Il est light, quoi, dans ces cas-là. Ah oui, ce serait du coup ASP.NET Core, on l'utiliserait vraiment pour du basique. Vous avez déjà testé ASP.NET Core sur Linux, personnellement? Oui, dans du Docker. Ça tourne très bien. Oui, c'est performant. Enfin, ensuite, j'ai pas été faire des tests de montée en charge pour le comparer à Node.js. Hein. Eux-mêmes, ils les font en disant que ils les battent ou ils les battent pas. Enfin, à mon avis, c'est équivalent. En tout cas, j'ai pas à m'en plaindre. C'est extrêmement performant dans un conteneur Docker. Donc, dans un Linux, a fortiori, ça doit être super performant aussi. Je suis toujours sidéré par la performance de Docker, donc je vois pas pourquoi on mettrait juste un Linux sans Docker derrière. Oui. Là, c'est ASP.NET et Kestrel qui s'en occupent tout seuls comme des grands. En fait, ils regardent les fichiers et s'il y a eu une modification sur le fichier qu'ils utilisent, ils viennent eux-mêmes recompiler le code. Ça marche si les fichiers ont été sauvegardés. Mais de toute façon, c'est une question qui est uniquement liée au développement parce que quand on va déployer, on va faire publish qui va compiler l'application et livrer les fichiers. Mais là, c'est vrai qu'il n'y a pas besoin de recompiler. Ceci dit, c'est pas non plus un truc épatant aujourd'hui parce qu'on en parlait. Si on fait du Angular par exemple, ou plein d'autres trucs, on a carrément un watcher où en fait, il va recharger automatiquement la page du navigateur pour qu'on puisse l'ouvrir à côté et faire nos modifs et voir la page qui se recharge. Donc on n'a pas de base, on n'a pas ce stade d'intégration où il rebuild et en plus il va recharger la page dans le navigateur. Il rebuild au moment où on rafraîchit le navigateur. Oui, si on a sauvegardé le fichier. Mais dans mon vrai mode de développement, je suis plutôt à lancer tout le temps run all, qui lui va builder avant de lancer les tests, donc le code est buildé. Là, c'était vraiment juste pour des toutes petites modifs. Oui, on sauvegarde, on rebuilde pas, mais dans la vraie vie de dev, c'est plutôt lancer les tests et de temps en temps lancer le navigateur. Donc, on va pas vraiment s'en servir de cette fonction. Est-ce qu'on a encore le app.useSignalR pour faire du signalR du temps réel? J'ai pas été voir si on a Signalr dans SignalR 3, je sais pas si du coup, .NET ils ont fait cette version-là pour s'adapter à .NET Core ou je sais pas. Ouais. J'allais aller regarder dans Nugget, d'accord, merci.
Signalr, c'est justement pour gérer les scénarios temps réel dont je parlais. Il y a quelqu'un qui fait une modif sur son terminal et tout de suite, ça doit être poussé sur les autres terminaux. Donc ça permet à un serveur de pousser vers ses clients. Et en se basant sur des WebSockets et autres. Oui, mais à l'époque où ils ont commencé Signalr, les WebSockets, c'était vachement plus compliqué qu'aujourd'hui. Oui, on pourrait prendre Primus, par exemple, pour s'en occuper aussi. Mais Signalr existait avant. Donc il est très connu dans le monde .NET. Pour rester sur le même genre de questions, du coup, sur le niveau de maturité, justement, en .NET, même en MVC classique, il y a plein de middleware disponibles, il y a plein de choses. Là, est-ce qu'en .NET Core, on est capable de faire de la production avec tous les middleware qu'on a aujourd'hui, ou est-ce qu'on va se retaper typiquement sur les choses type all-in, etc. Il y avait pas mal de tâches qui ont été faites. Est-ce que derrière, ça a été, les packages Nugget ont été recréés? Est-ce que, voilà, il y a Signalr, il y a plein de choses, il y a plein de middleware. Est-ce que là, à un moment, on est capable de faire une application qui tourne comme ça? J'ai pas moi-même de grosses applications en production faites avec ASP.NET Core, donc je botterai en touche en disant quand même qu'il y a de plus en plus de packages disponibles. Mais c'est clair qu'il faut commencer, enfin, si je dois en faire une grosse à mettre en prod avec ASP.NET Core, je commencerai par recenser les packages disponibles et voir si c'est vraiment ASP.NET Core qu'il me faut ou ASP.NET traditionnel ou Node.js qui a beaucoup de packages lui de son côté. Il est aussi embryonnaire Node.js mais avec beaucoup plus de packages que .NET Core. J'ai l'impression que c'est un peu la réponse qui traîne depuis quelques temps déjà, où tout le monde dit .NET Core c'est trop bien, mais ça risque de manquer de... Ouais. Et j'ai même un client qui a récemment demandé, ok, à Microsoft France, bon, mais donnez-moi des exemples d'applications que vous avez fait vous-même avec ASP.NET Core, s'il vous plaît. Il n'a pas encore eu de réponse. Alors, c'est peut-être juste tombé dans la boîte spam. Ils finiront par le faire marcher. De toute façon, en gros, j'ai l'impression que ASP.NET Core, ils ont laissé une équipe de junkies s'amuser à faire des trucs modernes et maintenant ils le rapatrient dans un truc mûr et stable et ils lui rajoutent tout ce qu'il faut pour que ce soit du bon Microsoft fiable et robuste quand ça arrivera en V3 comme par hasard. Donc oui, si on veut vraiment du fiable et robuste, je pense que la V3 sera vraiment l'aboutissement total. Est-ce qu'au niveau Linux et Mac, on va avoir des bons outils de debugging aujourd'hui qui existent? Je m'explique, il y a quelques mois, pour s'amuser, on avait fait un petit applicatif, une web API, mais censé aller sur des clients. Donc sur Windows, par exemple, on avait tapé dans le magasin de certificats, ça marchait bien, etc. Et arrivé sur Mac, ça marchait pas forcément comme prévu. Et niveau debugging, on était assez limité. Alors, à part mettre des traces. Ouais. Là, j'aurais besoin d'aller voir s'il y a un package pour ça. Je sais pas s'il y en a un qui est fait par l'équipe ASP.NET Core en standard ou s'il y en a un qui a été fait par une tierce partie pour ça, mais clairement c'est un package qu'il faut pour venir faire du débugage côté serveur, notamment sous Linux. Mais là j'ai pas le... On va pas avoir accès à Visual Studio par exemple avec des points d'arrêt et des choses comme ça. 35 sur Linux, je n'ai pas essayé. Mais je sais pas, certains d'entre vous ont déjà essayé de débugger directement en live un truc qui est sous Linux. Faire sur VS Code directement. Ouais, sur VS Code, ça marche bien. Mais il débug du Node.js, VS Code il débug du .NET Core aussi. Ouais. C'est pour ça que j'aime les formations et les meet-ups, j'en apprends toujours. Merci. Ah, donc ils n'ont pas oublié .NET Core VS Code. Non. Surtout pas, surtout Au pas. C'est leur contraire. produit en plus. Donc, Ils supportent pas du tout du 4.6, etc. Mais ils supportent à fond. C'est pas le même public. Donc s'il n'y a pas d'autres questions immédiates, de toute façon, alors après on va boire et manger. Et Arnaud il reste là. Si vous avez d'autres questions, on a l'occasion là de discuter encore pendant un petit moment. On va d'abord faire... Merci à Arnaud. Merci à Smartview. Merci Gilles et merci Smartview et merci à tous d'avoir pris de votre temps personnel pour venir là ce soir.